Yeah, the problem is just what American physicist Alan Sokal criticized mainstream of tendency in humanities, postmodern philosophy, literature, and all that. One side you have transgressing of boundaries, breaking down of our barriers to additional democratization of all aspects of social, economic, political, cultural life. On the other side, you have some clever coquetry with nonsense. Other democratical side is utilitarian aspect. For example, American FDA, Food and Drug Administration, has defined abuse of drug. Abuse of drug is tested only concerning regarding the negative influence on body. The psychological aspects are not the topic. Consequences of psychological aspects are not the topic. You have some form of transhumanization. In the old traditional hermeneutics interpretation, we have a difference between emendation, that's improving of text according its original meaning, sense. I think you can accept some emendation in the field of correcting your eyes, its abilities and all that, but enhancement is main problem. That's its consequences of our coquetry with nonsense or denying our autonomy. Just Ali, you have give this definition of give us the definition of Pico della Mirandola that our autonomy, humanism is gifted of God, and if we have negation of God, we started with step to transhumanism. For my opinion, it's necessary to keep our autonomy. Et si Deus non daretur, when God doesn't exist. That's for the body. Thank you. Thank you, our two colleagues, to provide a very interesting presentation. I think some of the transhumanist argument for human enhancement not very well convincing and strong. For example, if you say we all need genetic and cybernetic enhancement to finally satisfy the demand of engagement and citizenship. I don't know where this conclusion comes from. As a citizen from the developing countries, all we need is a normal, decent, healthy, and dignified life, not the genetic or cybernetic enhancement. Now I have one question to both speakers. Suppose that the scientists invent a technological intervention to enhance the life expectancy to 200 years old, or enhance the body length to 3 meters high, tall, or put a chip into brain to enhance your memory or information processing capacity. Do you think it should be left to the individuals to make decisions, or it should be regulated? Because you say you need regulation, then what's your criteria to evaluate any such enhancement intervention appropriate or not? I agree with you that human nature and human dignity
is not an appropriate argument against human enhancement. But which way is appropriate to evaluate the action? Yeah. Thank you. I have a question for Ali Bekmatou. In Eurocrates, which is a language of European bureaucracy, social innovation means the remedy works, it doesn't cost too much, and it's accepted. There is a consensus. Now, obviously, the use of Ritalin for young boys, has a concept. Now, my question to you is using also a syntagm which is part of European bureaucracy, cultural innovation. Cultural innovation means that we reflect on social innovation. Do you see a role of philosophy in shaping cultural innovation? All right, well, we shall ask our speakers to answer to this three, and then if there's time, we can ask some more questions. Yeah, thank you. The first question from our colleague Zofko. The question of boundaries and question of the place of God. I began my talk with this reference of Pico della Mirandola, saying that it is a very strong metaphysics to place human beings in the middle between God and animals. And this kind of position was criticized just one century after by Montaigne, saying man has not this privilege to be in the middle. He is not completely similar to God, and he has much to do with animals, taking reference from Plutarch, the book on animals, saying how clever are animals, and even the speech is not specific to human, according to Montaigne. So I just quoted these two humanism, Pico della Mirandola and Montaigne, saying that there are a pluralistic view in humanism, one more skeptical with less metaphysical background, and the other, Pico della Mirandola, very heavy metaphysical presuppositions. And the other question about the use and abuse of drugs, I wanted to put the emphasis on the caution, the precaution given by all the physicians, saying that it is always under prescription that the use of drugs has to be administered, and self-administration conducts very easily to abuse, mainly by the routes, as I said, smoke and injection. The question, Professor Q, very important. I agree with you. James Hughes has a very naive conception of citizenship. Citizenship for him, I think, is a word not clearly constructed conceptually, and saying that genetic will be just a means to go for affording people to be citizenship. It's very unsatisfactory. Thank you for what you said about human dignity, and as not very good argument against this kind of literature. And yes, you're right asking me about how to shape regulation in all this kind of biotechnologic use of biotechnologies. It's a very
good question because as my practice in the French Ethics Committee shows me that there are people working in law, jurists, and physicians, and the dialogue between the two is very important for a philosopher. The dialogue is that really the lawgivers in different society cannot lead to a harmonic universal idea. For example, English tradition for cell embryo research starts with authorizing and then give very strict limitations. The lawgiver in France starts by forbidding any research on embryo cells and afterwards gives many dispensations. So I think the traditions of law, of regulation are very different and they have to be different. And the question is really why have I said regulation? Because drugs are very restricted, regulated in every country, the use of drugs. But the use of instruments, of biotechnological instruments, you can just buy it by internet and administrate to yourself many things. So there is a real problem. I have not developed this point in my lecture. There is a much problem in using and abusing biotechnological instruments you can buy by internet than drugs which are roughly regulated. But the question of regulation summarizes my point of view. The question of regulation has to be taken country by country. All this question of bioethics, it is very difficult to harmonize between them. Even in Europe, you know, we have really the margin of appreciation different in different countries. For abortion, for cell research, for the end of life, for all these main questions are really treated very differently in Europe countries, and according to me, must be treated differently with different systems of regulation. The third question about the administration of Ritalin, it's in the cultural evolution. I think I have answered your question as I put it. Yes, you're right. For example, in Switzerland, there is a huge problem because there is a very high exam to enter a school when you are 11. And when you are 11, many parents give Ritalin to their children just to pass these exams. And it's a very huge problem. This fierce competition beginning at 10 years. And Ritalin now is administrated really very with spread use and shows, as you said, really the cultural evolution, a cultural problem. Oui, je vais continuer à donner des réponses en français. Et je ne parlerai pas longuement parce que mon collègue et ami Ben Maklouf a quasiment répondu à toutes les questions de façon exhaustive. Je veux dire que mon exposé s'est voulu
plutôt panoramique. J'ai essayé de peindre le paysage du transhumanisme et du posthumanisme dans sa diversité, en essayant tout de même de l'ordonner quelque peu, de clarifier dans la mesure du possible, mais je ne me suis pas attaché à des questions ou à des illustrations concrètes. C'est un exposé qui se voulait plus philosophique, plus spéculatif que pratique. Cependant, il est vrai qu'en ce qui concerne la question de Dieu qui a été soulevée par l'un des intervenants, les transhumanistes s'affichent pour la plupart comme étant des agnostiques ou des athées. Mais cela ne signifie pas du tout nécessairement qu'ils plongent dans un nihilisme dépourvu d'aucune contrainte. Au contraire, la plupart des transhumanistes, je dirais modérés et réfléchis, insistent fortement sur l'importance d'intégrer dans leur réflexion la tradition, les traditions, et en particulier la tradition de la modernité en ce qui concerne les transhumanistes. Donc, moi je ne... Ajoutons à cela que la position transhumaniste est pluraliste, c'est-à-dire que ils ne veulent pas, individualistes et pluralistes, ils ne prétendent absolument pas vouloir imposer aux individus ou aux collectivités des augmentations, des améliorations. Ils insistent tout au contraire sur le droit, l'autonomie individuelle de les refuser. Le gros problème, bien entendu, c'est celui de la régulation auquel on n'échappe pas. Bien entendu, laisser toute liberté aux individus d'utiliser à leur manière, selon leur inspiration, les innovations technoscientifiques, cela ne paraît pas du tout possible, c'est paraît même à coup sûr catastrophique. Mais tel que moi je vois les choses, lorsque l'on considère telle ou telle proposition, lorsqu'on considérera telle ou telle proposition d'amélioration, eh bien, comme on le fait déjà, ces questions, ces propositions, qu'il s'agisse d'un implant, qu'il s'agisse d'une nouvelle molécule, peu importe, cela devra passer par l'évaluation dans des comités d'éthique ou de bioéthique constitués de façon eux-mêmes pluralistes et pluridisciplinaires, qui arriveront ou non à un consensus ou un consensus partiel, et qui continueront à discuter de la question. C'est ainsi que je vois, je dirais, la mise en œuvre concrète de cette problématique aussi très spéculative du transhumanisme, posthumanisme. Mais moi, je me suis, dans mon exposé, volontairement attaché à cette peinture, en quelque sorte, où on jongle avec un certain nombre de concepts, évolution, histoire, amélioration, autonomie bien sûr, langage aussi, la nature et le statut de la technologie. C'est différents concepts que j'ai essayé d'articuler en rapport avec l'humanisme de son sens traditionnel, laïque ou religieux, en montrant dans quelle mesure ces concepts qu'utilisent les transhumanistes et posthumanistes éclairent, critiquent, complètent, ou sont critiqués ou refusés par l'humanisme. Voilà, je pense que le transhumanisme et le posthumanisme soulèvent des montagnes de problèmes. Mais je pense que ce sont des problèmes pour, je ne dirais pas pour les années à venir, pour les décennies à venir, mais pour les siècles à venir, sauf l'effondrement catastrophique de notre civilisation technoscientifique. Donc je crois que le transhumanisme et le posthumanisme sont intéressants parce qu'ils soulèvent des vraies questions, des questions gênantes que l'on peut aussi facilement écarter comme fantaisistes, science-fictionnels, n'est-ce pas, nonsense. Mais je pense même que c'est une réaction très tentante pour de nombreux philosophes relevant de traditions philosophiques idéalistes
idéalistes, spiritualistes, etc. En même temps, je pense que ça n'est pas la bonne attitude. Je crois qu'il faut se confronter aussi, par exemple, à l'image de la nature, une image de la nature qui est assez terrible. La nature vue au sens de l'évolution, c'est pas du tout une nature harmonieuse. Alors derrière plein de discussions, d'argumentations en bioéthique et ailleurs, il y a des présupposés en ce qui concerne la nature, en ce qui concerne le donner, le don dont vous avez parlé, mais oui, le transhumaniste ne se situe pas dans une problématique de don, mais il accepte évidemment qu'il y a du donné factuel, du donné qui a été de façon contingente produit au cours d'une longue évolution. Il ne nie absolument pas cette facticité, mais il ne l'interprète pas comme un don, donc il faudrait simplement accepter sans vouloir le transformer, sans vouloir interagir de façon très active avec lui. Donc voilà pourquoi, parce que j'avais pensé d'abord expliquer pourquoi je m'intéressais au transhumanisme, mais ça aurait été trop long, mon exposé était déjà fort long, mais au fond c'est parce que je pense que les questions qui s'y soulèvent, les interrogations qui sont plus ou moins, sérieusement soulevées par la littérature transhumaniste, sont des questions vraiment très importantes et sérieuses, et pas du tout faciles, et je pense qu'elles nous accompagneront encore pendant très 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 longtemps. Pour le meilleur, je ne sais pas, pour le pire, je ne sais pas. Monsieur Martin. Une question pour une question pour Gilbert Autois. Je voulais avoir des précisions sur la position de Nick Bostrom, parce que je connais très mal, même pas du tout d'ailleurs, son œuvre, mais il me semble, peut-être justement me trompais-je, il me semble qu'il occupe une position, cette œuvre occupe une position latérale, particulière, dans la mesure où elle manifeste un pessimisme qui ne semble pas être le lot commun du transposthumanisme. Voilà, et j'aurais voulu avoir des éclaircissements. Est-ce que cette œuvre est la seule à avoir cette orientation pessimiste, ou est-ce qu'on a d'autres exemples dans la littérature transpost? Oui, mais... S'il vous plaît. Merci infiniment. Je pense que pour avoir une vue plus complète de cette question, il est bon aussi de considérer la manière dont la spiritualité postmoderne, notamment du type New Age, s'est emparée de la question du trans et du post-humanisme. Je voudrais simplement rappeler deux de leurs propositions qui me semblent importantes. La première proposition, c'est que la quête de l'être et de la spiritualité doit être soumise à la rationalité instrumentale. Ils pensent par exemple que les pensées, les émotions, les croyances sont administrables et qu'on peut les combiner et de les combiner, que l'homme lui-même doit être considéré comme un objet de laboratoire. La seconde proposition, qui est liée à la première, veut par exemple que l'identité humaine soit à géométrie variable. Ils insistent beaucoup sur cette question, et surtout sur la question d'une humanité optionnelle, une humanité à la carte. Donc je crois qu'il faut compléter la réflexion par ces considérations qui viennent de la spiritualité postmoderne. Oui, d'accord. Oui, mais je vous remercie pour cette question sur Bostrom. En fait, Bostrom n'est pas du tout un auteur marginal, c'est un auteur tout à fait central dans la problématique transhumaniste.
Il était à l'origine de la formation de l'association transhumaniste internationale dont j'ai parlé, qui a été créée dans les années 90. Mais Bostrom a évolué. Au départ, Bostrom était très enthousiaste et très positif, en fait. Je sais bien que j'ai mentionné ces 4 récits, ces 4 grands récits, mais les premiers articles, textes de Bostrom célèbrent vraiment l'amélioration transhumaniste. Vous les trouverez sur son site, il suffit de taper Nick Bostrom sur Google et vous aurez sur son site un grand nombre de ces textes. Mais il a évolué vers, je dirais, quasiment une espèce d'heuristique de la peur à la Hans Jonas. Il s'est rendu compte de plus en plus, peut-être qu'il s'en est rendu compte, ou peut-être que les circonstances autour de lui ont fait qu'il a dû l'accepter, des dangers associés à ces tentatives, à ces fantasmes, à ces idées, ces projets de transhumanisme. Mais c'est surtout les questions d'intelligence artificielle qui m'ont inquiété ces dernières années. Il y a un an, il a publié un très gros livre qui s'appelle Super Intelligence au Oxford University Press. Super Intelligence, et c'est un livre très noir, c'est-à-dire que c'est un livre étrange aussi parce que c'est de la science-fiction spéculative, mais très argumentée, prise au sérieux, avec des tas de références scientifiques. C'est très clair aussi, mais c'est difficile à évaluer, je veux dire, son propos, parce qu'il faudrait être compétent dans beaucoup de domaines, mais il prend très au sérieux l'éventualité du démarrage exponentiel d'une intelligence artificielle qui finirait par, disons, marginaliser complètement l'espèce humaine. Et ça, c'est le Bostrom de ces dernières années. C'est pas le Bostrom enthousiaste d'il y a 10, 15, 20 ans. Hein. Je crois que c'est un des philosophes, peut-être le premier, à essayer d'articuler, d'argumenter le plus sérieusement. Notamment, il y a un article de Bostrom sur Post-Human Dignity, qui est très intéressant, auquel je me réfère, je pense d'ailleurs dans le livre que notre ami a cité. Donc attention avec Bostrom, il n'est pas du tout systématiquement pessimiste, il est devenu, c'est comme si il avait été trop enthousiaste et comme si il se rattrapait un petit peu, si vous voulez, depuis quelques années. Alors oui, en ce qui concerne la question de notre autre collègue, bon, le transhumanisme, post-humanisme, c'est des matérialismes, bien sûr. Hein, c'est des matérialismes. Mais attention, ce n'est pas des matérialismes métaphysiques. La matière est polymorphe. C'est l'énergie, c'est la matière vivante, c'est la matière inerte, c'est les étoiles, c'est peut-être la matière noire et l'énergie noire dont on ne sait rien, c'est la technique, c'est la nature. Bref, c'est comme disait Huxley, the world stuff. Il ne veut pas se dire matérialiste ni peut-être encore moins idéaliste ou spiritualiste, mais il répugne à parler de matière parce que c'est trop chargé. Mais en fait, je dirais que c'est un matérialisme technoscientifique et dont le concept de matière donc est destiné à évoluer avec les technosciences et avec l'opérabilité de cela, n'est-ce pas? Et par exemple, ils sont matérialistes, mais bon, ils acceptent qu'il y a le point d'interrogation de la conscience. Hein. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Mais je crois que les transhumanistes diraient à peu près ceci. Il y a des problèmes insolubles, effectivement,
Il y a des problèmes philosophiques, soit le problème de la conscience en est un, mais c'est pas parce qu'il y a ces problèmes que nous allons nous mettre à discourir indéfiniment sur ces problèmes. Non, poussons plutôt la recherche technoscientifique et voyons expérimentalement si un jour on arrive à localiser, n'est-ce pas, produire des consciences artificielles. Voilà, donc ils acceptent les points d'interrogation. Ils sont d'ailleurs dans un abîme d'interrogation puisque nous sommes confrontés à une évolution qui n'est pas ouverte sur des milliards d'années. C'est abyssal. Mais ils disent, oui, il ne faut pas tomber dans le piège de discourir de façon métonymique, métaphorique, à l'infini, n'est-ce pas, autour de ces questions philosophiques, comme on l'a traditionnellement fait. Hein. Il faut agir, interagir, opérer et voir expérimentalement ce qui se passe. C'est évidemment des expérimentalistes. Je parle trop longtemps. Yes, just one word on Bostrom also. He's, as my colleague said, completely in discretion about applying to oneself technologies. He wanted to have a broad discretion about applying technologies to oneself. And the question about l'humanité à la carte, choosing one's humanity. It's yes, it's really a question in transhumanism, and I have quoted this word in Sandberg works, saying that we have a morphological freedom, namely freedom to choose that the life will end, or to choose that the life will not end. And he says, if you choose that life will end, it's your morphological freedom. You have to you have to be respected for that. But you have not to constrain others who believe that life is everlasting thing. So this question of to choose the morphological freedom is a real problem, because to think that all the achievements about life are just to be conducted by oneself without the preservation and protection of rights, without the basis of welfare conditions, is a real problem. Before we thank our two speakers, I just want to say we will continue our final session in 5 minutes back in here. So please come back in 5 minutes. Nous continuons avec la session finale à 5 minutes. Merci beaucoup.